Voilà, on va passer la parole, si vous le permettez, à notre ami Nawal Dourmi pour nous présenter une anomalie inhabituelle du septum. Alors, il a été hospitalisé pour syncope. Il n'a pas de facteur de risque, pas d'antécédents particuliers, notamment pas de syndrome fébrile au long cours. Il n'a jamais fait de rhumatisme articulaire. Alors, son histoire remonte à 2013. Il fait une première syncope de durée brève à l'emporte-pièce qui a été négligée. Puis, 3 ans plus tard, il fait 3 épisodes de syncope qui a motivé une consultation chez un cardiologue. Ensuite, en 2018, il fait un autre épisode en janvier. Alors, puis, il a été adressé au service pour prise en charge. Par ailleurs, il n'y a pas de dyspnée ni douleur. Alors, à l'examen, c'est un patient qui est en bon état général, eupnéie, qui supporte le décubitus, un IMC à 19. Il a une tension artérielle à 145-45, avec une fréquence qui est une bradycardie à 40, une hyperpulsatilité des pouls, un thorax de morphologie normale et on ausculte un souffle diastolique le long du bord gauche du sternum. Sinon, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque droite et les pouls sont présents et symétriques. Le reste de l'examen est sans particularité, pas de masse abdominale, examen pleuropulmonaire est normal. Donc, sur l'électro, quand vous voyez, il a un BAV complet avec une fréquence à 40, avec un échappement qui est bas situé, il y a des QRS qui sont larges. Donc, c'est un patient qui est très bradycarde, donc ça s'explique ces syncopes. Avec à la radio une cardiomégalie sans surcharge hilaire importante. Et sur son bilan biologique, il n'y avait pas d'anomalie frappante, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, ses sérologies sont négatives, son ionogramme, fonction rénale est tout à fait normale. Donc en conclusion, on est devant un jeune patient de 23 ans sans antécédent notable qui fait des épisodes de syncope à répétition en rapport avec un BAV complet et chez qui l'auscultation trouve un souffle de fuite aortique. Donc on a besoin d'une échocardiographie. Donc, vous avez les différentes coupes en 4 cavités, 2 cavités, 5 cavités et petit axe, 4 Alors, caves. on ne voit pas les diapositives qui défilent, hein. Toujours la première diapositive. Ah bon, moi je suis arrivée à l'échographie. Toujours... Là, on voit les images d'échographie. Donc, je ne vais pas me mettre. Et là, on les voit. On voit les 4 images, mais fixes. Et maintenant, Toujours fixes. toujours fixe. Donc, je ne vais pas me mettre en diaporama. Je crois qu'il y a un problème. Là, ça bouge. Là, ça bouge. Donc, je vais rester comme ça. Donc, je ne vais pas me mettre en diaporama. Donc, 4 cavités, je disais, petit axe. Donc, quand vous voyez sur la coupe, il y a une image kystique au niveau du septum, au niveau des différentes coupes, en petit axe, en 4 cavités. Donc, regardez cette image kystique qui s'étend vers l'apex. En 2 cavités, on voit très bien l'apex qui est kystique. Là aussi, en 2 cavités. Et là, en parasternal grand axe, regardez, vous avez cet aspect kystique du septum avec un un ventricule gauche qui est dilaté, une fraction d'éjection aux alentours de 45%. On a un diamètre environ de 78%, donc on a effectivement une dilatation importante du ventricule gauche. Donc, à ce stade, qu'est-ce que vous allez évoquer comme diagnostic? Une non-compaction du ventricule gauche, un abcès du septum détergé, une hilatidose qui est localisée au niveau du septum, ou bien une fissure coronarocardiaque. Ou bien s'agit-il d'une anomalie vasculaire, un anévrisme septal, ou bien c'est une néocavité intraseptale. Donc, on a besoin de Doppler couleur pour avancer. Donc, regardez, sur cette coupe parasternale grand axe, je mets la couleur et là, regardez, il y a un flux qui part de l'aorte et qui remplit le septum avec ici une zone de convergence. Et puis, pardon? Et puis, ça passe vers la cavité ventriculaire gauche. Donc, le même aspect avec une fuite aortique qui ne paraît pas importante, mais on a un remplissage de cette cavité intraseptale. Donc, regardez également ici. Et en fait, quand on fait une image en petit axe, on voit qu'il y a sur la cusp de la coronaire droite, il y a quand même une fuite à ce niveau-là. Donc, regardez ce flux qui remplit cette
ces images kystiques du septum, avec une fuite aortique qui est minime, un passage à travers cette cavité kystique vers le ventricule gauche. Donc là, ça passe de l'aorte vers le septum, et puis ça repasse vers le ventricule gauche. Alors, chez ce patient, on a complété par une imagerie et par une IRM. Donc, on voulait l'explorer plus parce qu'on ne comprenait pas. On ne savait pas si c'était une fissure coronaro-cardiaque ou c'était une hydatidose. Mais l'aspect qu'on a, c'est qu'il y a plusieurs images kystiques à l'intérieur du septum qui sont cloisonnées avec un passage à deux niveaux, au niveau médio-ventriculaire. Donc, il y a du sang qui passe de cette cavité au niveau du septum vers le ventricule gauche. On le voit ici en 4 cavités, regardez, avec une paroi qui est très amincie et un passage du sang de cette cavité intraseptale vers le ventricule gauche. Donc là, c'est une série de petits axes, la même chose. Regardez ce septum qui est kystique et qui se remplit de sang et qui se vide dans le ventricule gauche, sans qu'il y ait de chinte entre la cavité droite et les cavités gauche. Donc, avec l'équipe de cathétérisme, on voulait éliminer une fissure coronaro-cardiaque et comme vous voyez, le tronc coronaire gauche avec la bifurcation IVA et circonflexe qui est tout à fait normale, une coronaire droite qui est tout à fait normale. Et ils ont remarqué que quand ils ont commencé à injecter, il y a le produit de contraste qui allait vers ce septum, cette cavité creusée dans le septum. On a fait également dans le cadre du bilan une écho abdominale parce qu'on s'est dit si c'était un kyste, une hydatidose, ça allait envoyer au niveau systémique, mais il n'y a pas d'autre localisation. Donc, quand on revoit les différents diagnostics, la non-compaction du ventricule gauche ne peut être retenue parce que ce n'est pas les critères, il n'y a pas de trabéculation, la couleur ne remplit pas du ventricule vers cette trabéculation. Ce n'est pas un abcès du septum, d'autant plus que le patient n'a jamais fait de syndrome fébrile prolongé. Ce n'est pas une hydatidose. Ce n'est pas une fissure coronaro-cardiaque ni une anomalie vasculaire, donc on est devant une cavité qui s'est creusée au niveau du septum et qui est alimentée à travers l'aorte. Le sang passe au moment de la diastole par des pressions, puis au moment de la systole, il va repasser vers le ventricule gauche. Donc, pour compléter, on a fait un scanner multibarrette, 128 barrettes, et regardez cet oscillum coronaire, cette aorte initiale qui n'est pas dilatée, il n'y a pas d'anévrisme des sinus de Valsalva. Ils sont un petit peu calcifiés, mais sans plus. Et regardez, il y a un orifice au niveau du sinus de Valsalva droit qui communique avec cette poche ou cette cavité creusée dans le septum. Regardez ici. Et donc, regardez le septum avec sa paroi qui est mince. Et donc, on a fait une reconstruction et regardez ce qu'on trouve. Donc, c'est une néocavité creusée au niveau du septum qui est communicante avec le sinus de Valsalva droit. Donc, le diagnostic qu'on a retenu, c'est une rupture de ce sinus de Valsalva droit qui a disséqué le septum, entraînant cette néocavité avec une communication par la suite avec le ventricule gauche. Donc, c'est le diagnostic, perforation du sinus coronaire avec dissection de ce septum. Donc, la décision, c'était de faire un pacemaker parce que le patient, il est symptomatique, donc il a bénéficié d'une pacemaker double chambre, d'un pacemaker double chambre. Il a été confié au chirurgien qui a confirmé toutes les constatations qu'on a fait à l'imagerie multimodale. Il y a des sigmoïdes aortiques qui sont indemnes en dehors de la droite qui est un petit peu épaissie, 3 sinus de Valsalva, mais de taille normale sans anévrisme, avec cet orifice de 8 mm qui fait communiquer le sinus avec une cavité creusée dans le septum et puis qui communique par la suite avec le ventricule gauche. Alors, la chirurgie a consisté en une fermeture de cet orifice du sinus coronaire. Le septum était très friable, ils n'ont pas touché au septum. Et le TO péropératoire a montré qu'il y avait une bonne étanchéité de l'orifice fermé avec une fuite aortique qui est restée inchangée. Elle était d'ailleurs pas très importante en préopératoire. Donc, on le revoit en post-opératoire. Donc, c'est un rythme qui est électro-entraîné avec une fréquence à 75, bonne évolution clinique. Sa tension, regardez, on n'a plus des diastoliques qui sont basses, il n'y a plus d'élargissement de la différentielle. Donc, ça se comportait comme une fuite aortique, mais qui allait vers le septum avant de passer vers le ventricule gauche. Et quand on fait une écho de contrôle post-opératoire, on voit bien que l'orifice est bien fermé, c'est étanche, il n'y a plus de passage au niveau de ce septum.
Il n'y a pas d'insuffisance aortique importante, donc elle est toute minime, donc on n'a pas touché à la valve aortique, avec un VG qui reste un petit peu dysfonctionnant, une fraction d'éjection à 45%. Alors, juste pour vous dire un mot sur cette pathologie qui est assez rare, normalement, on peut avoir des anévrismes sinus de Valsalva, c'est fréquent. Ils se rendent dans l'oreillette droite ou le ventricule droit, parfois au niveau du péricarde, mais une perforation d'un sinus de Valsalva tout à fait normale, elle est exceptionnelle, et encore plus en entraînant une dissection du septum interventriculaire. On a fait le tour de la littérature, on a trouvé 6 cas dans le monde, notre cas c'est le 7e, donc c'est une rupture de ce sinus de Valsalva en entraînant une dissection du septum interventriculaire. Les étiologies sont inconnues, soit ils sont congénitales, soit traumatiques, soit après une chirurgie ou après biopsie. Alors, ces néocavités peuvent se rompre. On peut avoir des complications hémodynamiques, des complications rythmiques, des complications conductives, donc comme chez ce patient, le BAV, ils peuvent thromboser. Donc, on a mis l'accent un petit peu de l'intérêt de l'imagerie multimodale qui nous a permis de faire le diagnostic, de faire des reconstructions afin d'orienter le chirurgien. Et l'imagerie et les constatations chirurgicales vont aller de pair avec ce qu'on a trouvé à l'IRM, au scanner et à l'échocardiographie. Vous le savez bien, il n'y a pas de consensus parce que c'est des cas qui sont extrêmement rares, mais on insiste sur l'intérêt de cette réparation chirurgicale pour éviter des complications pour le patient. Et le cas, il a été accepté dans la revue, il a été publié dans la revue Échographie et on l'a soumis en août. Il a paru un mois après, en septembre. Le patient, jusqu'à présent, il va bien. On l'a vu l'année 2019, mais cette année, vous comprenez qu'avec le Covid, on n'a pas pu faire de contrôle chez lui échocardiographique. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions à propos de ce sujet, je serai contente de les discuter avec vous. Vraiment bravo pour ce cas exceptionnel et pour la publication. Sur le web, il y a une question d'Assad Chara, un commentaire qu'il te fait directement. Je ne vois pas vraiment le rapport. On fait des biopsies endomyocardiques dans notre centre. On l'a pratiqué plusieurs fois chez le malade qui a eu la transplantation cardiaque à Vicenne et chez le fameux Hussein en 1997. C'est un message adressé pour toi, Nawal. D'accord. Donc, on retient qu'on fait les biopsies à la clinique Egdel. C'est bon, c'est noté. Parce que j'avais demandé pas mal de fois et on m'avait dit que ce n'était pas possible, il n'y avait pas de problème de cathéter. Donc là, on rectifie, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai en fait, une petite remarque merci, docteur Dormy, pour cette très belle présentation. Sauf que je ne suis pas d'accord avec votre diagnostic. En fait, cet aspect, c'est un aspect, j'ai l'impression, donc c'est un cas de congénital, c'est un tunnel aorte VG. Un tunnel VG, aorte VG, qui traverse le septum et qui entraîne donc tout ce que vous avez décrit, parce que le chirurgien a bien noté que les sinus sont normaux. Et donc, c'est justement parce que le tunnel il sort ici du sinus. Il peut sortir au-dessus du sinus, comme il peut sortir du sinus, et traverse le septum parfois, et il est juste sur la partie supérieure du septum. Donc, il y a plusieurs formes de tunnel aorte VG et qui donnent cet aspect. Mais je ne suis pas d'accord du tout avec une rupture du sinus. D'accord. Mais bon, il a été vu par les congénitalistes du service, et donc c'est pour ça qu'on avait opté pour ce diagnostic. Nasser, je suis d'accord avec toi en matière de tunnel aorto-VG ou aorto-septum. C'est aorte-VG. Globalement, c'est le chapitre des tunnels aorto-VG. Mais dans les tunnels aorto-VG, je veux dire, la chirurgie est beaucoup plus précoce. Ce garçon a quand même 27 et quelques. Donc, le mécanisme du tunnel aorto-VG s'exprime cliniquement beaucoup plus tôt. Je ne sais pas ce que tu en penses. Cet enfant a été opéré à l'âge de 25 ans. Je ne sais pas s'il souffrait avant. Les conséquences auraient été beaucoup plus importantes à cet âge si c'était une cardiopathie congénitale. Donc, c'est vrai, ce que tu dis est à retenir, mais ce que dit Nawal aussi est à retenir. C'est possible. Parce c'est comme le mécanisme. Moi, j'ai opéré 2 fistules aorto-OD sur lesquelles on n'a trouvé aucune étiologie endocarditique ou traumatique. Enfin, il y en a un qui avait eu une chute du 4e étage et qui était resté vivant, mais qui a été opéré pour une fistule aorto-OD. Est-ce que c'est à l'occasion de cette chute qu'il a créé cette fistule aorto-OD? Voilà.
Donc, les deux diagnostics, à mon sens, sont à retenir. En tout cas, on avait staffé avec l'équipe du service et on a de bons congénitalistes. Et je ne pense pas qu'ils vont passer à côté du diagnostic. Bon, moi, je ne suis pas, c'est pas vraiment ma spécialité. Mais bon, on a discuté en long et en large ce patient et on n'a pas vraiment retenu ce diagnostic. Parce que, quelle est, Abdel Nasser, l'expression clinique des tunnels aorto-VG par rapport à… Automatique de patient, jamais aucune bonne évolution, bonne croissance. Premièrement, justement, bon, c'est des cas exceptionnels d'ailleurs, les tunnels VG aorte ou aorte VD, aorte VG, etc. Donc il y a pas mal de formes. Aorto-D sont fréquents, les aorto-D sont fréquents. L'aorte VG est plus fréquent que l'aorte VD. L'aorte VG, c'est le plus classique en fait. Oui. Et la symptomatologie, on sait qu'elle est très très bien tolérée. Et d'ailleurs, il se révèle vers les vingtaines. Donc, je viens d'ailleurs, il y a 2 ans, je me fais opérer un tunnel VG aorte qui a été adressé pour insuffisance aortique. Et c'était un tunnel chez un jeune de 20 ans, ou 19 ans, 20 ans, et qui se manifeste par une insuffisance aortique chronique, tableau d'insuffisance aortique chronique finalement. Mais ils sont assez bien tolérés pendant longtemps parce que le VG se dilate progressivement et les patients donc s'adaptent avec la symptomatologie. Par contre, les l'échographie doit être fonctionnée en aval. les ruptures de c'est des tableaux plus brutaux que c'est le cas ici. Voilà, merci pour tous. Je vais vous arrêter parce qu'il faut qu'on continue et on passe à la dernière communication qui certainement sera la plus belle parce que c'est la dernière et c'est parce que c'est Saad Soulami qui va la faire.